Binge Audio présente. Produit par Binge Audio et Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Marlène Dumas. Elle a attendu qu'il fasse nuit noire. Elle a attendu que les lumières rouges remplacent les reflets du soleil dans les vitrines qui s'alignent le long du canal. Et ça y est, on y est. Les rues d'Amsterdam ont changé d'atmosphère. Elles se remplissent d'une faune interlope, de touristes émoustillés et de filles très maquillées. Décidément, l'ambiance du quartier rouge ne ressemble à aucune autre. La femme s'arrête devant un club de striptease, l'un des plus connus de la ville, le Casa Rosso. Elle s'aventure à l'intérieur, un Polaroid à la main. Elle cherche à capturer ce que les filles montrent, ostensiblement, mais aussi ce qu'elles cachent, comme pour attirer l'envie et le désir. Alors elle photographie des visages, des poses, des attitudes. Ce qu'elle en fera, elle ne le sait pas encore. Elle a bien une idée, oui. Ce qu'elle aimerait, c'est en faire des peintures qui se prostituent. Oui, vous avez bien entendu. Des peintures qui se prostituent. Qui usent de tous les stratagèmes pour attirer l'attention. Un peu plus tard, plus loin, elle repense à ces femmes. Finalement, se dit-elle, ces prostituées ressemblent aux artistes. Alors elle écrit ces quelques lignes. Les artistes, souvent, aiment faire semblant. Les artistes, souvent, font semblant d'aimer, plus qu'ils ne le peuvent. Ils veulent que tout le monde les désire, alors qu'ils ne désirent personne. L'artiste derrière ces mots s'appelle Marlène Dumas. Elle est l'une des grandes figures de l'art contemporain, plus précisément de la peinture, qui est son médium de prédilection depuis plus de 45 ans. On lui doit notamment des portraits intenses, expressifs, aux significations multiples, parfois accompagnés de textes ou de poèmes. Dans les années 90 donc, elle s'est inspirée de photos prises dans le quartier chaud d'Amsterdam. Car parmi ses obsessions, il y a la femme, la féminité, les corps exposés, mis à nu. En regardant ces toiles, attendez-vous à être bousculé. Le regard de Marlène Dumas est vif, percutant, et surtout il n'a aucun tabou. Il vous attrape et vous oblige à regarder à votre tour, à ouvrir les yeux sur tout ce qu'il y a à voir. Ça a commencé comme ça. Marlène Dumas. Si l'on devait trouver le son de l'enfance de Marlène Dumas, il ressemblerait peut-être à ça. Au son de la nature luxuriante, loin de l'activité urbaine et du chaos du monde. Cet espace dans lequel elle grandit se trouve en Afrique du Sud, où elle est née, en 1953. Alors j'ai grandi en Afrique du Sud, je suis née dans une ferme, dans un tout petit village. J'avais 2 frères et dans ma petite enfance, ce que j'aimais particulièrement, donc avant d'être en âge d'être scolarisée, ce que j'aimais faire, c'était être dans la campagne. Vous savez, on me pose souvent les questions sur l'Afrique du Sud dans laquelle j'ai grandi. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un peu l'impression d'être en séance de psy quand on me pose ces questions. Et pourquoi lui pose-t-on ces questions ? Eh bien, évidemment, parce que l'Afrique du Sud vit alors une période trouble de son histoire. Lorsque Marlène Dumas naît, cela fait à peine quelques années que les lois de l'apartheid ont été votées. Dans ce pays, on a institutionnalisé la ségrégation raciale, qui impose, notamment, une séparation géographique entre les Noirs et les Blancs. Coexistence des Noirs et des Blancs, tel est le problème angoissant de l'Afrique du Sud, et que la question raciale est ici une question de nombre. 3 millions de Blancs pour 11 millions de Noirs et d'Hindous. Pour ces Blancs minoritaires, dont l'Afrique du Sud est la seule patrie, il s'agit de préserver le patrimoine européen devant une population croissante de Noirs qui constitue une main-d'œuvre indispensable. Voilà comment on parle de l'apartheid à l'époque dans les actualités françaises. De cette politique brutale et raciste qui dura plus de 40 ans. À Johannesburg, 2 mondes se croisent maintenant dans les rues sans jamais se regarder dans les yeux. Autobus pour les Noirs. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amende.
Le contexte étant posé, revenons maintenant à Marlène Dumas. Enfant, elle développe très tôt un goût pour le dessin. Elle croque tout ce qu'elle voit, sa famille, les gens de passage. Mais il n'y a pas que le dessin. Dans l'un de ses premiers textes, elle écrit d'ailleurs « Je ne me souviens pas du moment où j'ai commencé à dessiner, mais je me souviens du moment où j'ai commencé à lire. » Et c'est dans cet entre-deux, entre mots et images, entre ce qui est montré et ce qui est dissimulé, que son œuvre se construit. Son nom, d'ailleurs, l'interroge. Marlène Dumas. Elle a cru, à une époque, qu'elle était apparentée à Alexandre Dumas, oui, le célèbre auteur des Trois Mousquetaires. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'elle a fini par apprendre, c'est que ses ancêtres auraient quitté l'Europe vers 1600 pour rejoindre l'Afrique du Sud, peut-être à cause des guerres de religion, ou bien parce qu'ils étaient des criminels. Lorsqu'il est temps de partir à l'université, Marlène Dumas choisit les Beaux-Arts. Là-bas, elle affirme une indépendance d'esprit qui ne la quittera plus et un caractère très critique. Par exemple, elle est contrariée par les règles figées de certains professeurs, par le maniérisme ou la candeur de certains artistes. C'est aussi à cette époque, en ce début des années 70, qu'elle découvre la poésie d'Allen Ginsberg, les films de Bergman, René et Godard, et aussi les photos du Sud-Africain David Goldblatt. Goldblatt, à l'époque, est une référence dans le monde de la photographie. Ces photos montrent des Noirs, des Blancs, des Hindous dans leur contexte de vie en Afrique du Sud, témoignant des réalités du quotidien, des inégalités criantes, de la domination de la population blanche sur les autres. Marlène Dumas est blanche et d'éducation protestante, mais ses années étudiantes l'ouvrent enfin au monde. Pour la première fois, elle est en classe avec des personnes d'origines diverses et dîne avec des familles musulmanes ou juives. Quand elle a 23 ans, en 1976, elle décide de partir, de poursuivre ses études ailleurs. Et elle choisit Amsterdam, aux Pays-Bas, où elle vit toujours aujourd'hui. Ce qu'elle laisse derrière elle, sa famille, à qui elle est très liée, et un pays qu'elle quitte au moment même où il s'embrase. À l'été 1976, c'est le début des émeutes de Soweto. Soweto, sans doute vous ne connaissez pas, et pourtant c'est l'une des plus grandes villes noires du monde, 1 million d'habitants à peu près. Johannesburg, en revanche, vous devez connaître, c'est la plus grande ville d'Afrique du Sud. Soweto, c'est là où vivent les Noirs qui travaillent à Johannesburg. Ils n'ont pas le droit de résider en ville, ils sont dans la zone noire. Et c'est d'ici, de Soweto, que partent les premières manifestations d'écoliers noirs qui deviennent des émeutes réprimées très sévèrement. Au cours d'une première émeute, il y a 3 jours, un écolier a été tué, un autre blessé. Et depuis, c'est l'embrasement continu. Et c'est presque la guerre raciale. La première de ces victimes avait 13 ans. Le bilan de cette répression sera établi à 575 morts. Tous quasiment étaient noirs. À 23 ans donc, Marlène Dumas découvre un environnement totalement nouveau. À Amsterdam, elle est dans une ville européenne, cosmopolite, un lieu d'échange de culture classique et de contre-culture. Ce départ est vécu comme un décentrement par la jeune femme. Elle dira plus tard qu'il lui a d'ailleurs permis de comprendre la violence des images qu'elle avait toujours considérées comme normales. Oui, ce départ a radicalement changé sa manière de voir. Elle le dit elle-même. « Ce n'est que loin de l'Afrique du Sud que j'ai réalisé ce que le regard peut cacher. » Ses premières œuvres sont des collages, comme par exemple Love vs Death, réalisé en 1980, L'amour contre la mort. Autour de dessins au crayon ou à l'encre montrant des scènes d'amour et d'affection, elle accroche différents éléments de texte, des coupures, des journaux, des photographies. On y trouve par exemple la photographie d'Aldo Moro, homme politique italien enlevé et assassiné par les Brigades Rouges en 1975. Déjà, on voit apparaître ses thèmes de prédilection, l'amour, la politique, le deuil, et une manière bien à elle de confronter tout cela. Et c'est aussi en ce début des années 80 qu'elle réalise ses premières peintures de portraits. Le portrait qui va devenir sa grande spécialité, sa marque de fabrique. De cet art figuratif, elle fait un territoire d'expression multiple, des œuvres puissantes sur la forme comme sur le fond. Exécutées rapidement, avec peu de couleurs, ces peintures sont techniquement très maîtrisées. C'est un travail de virtuose. Prenons l'un de ses premiers portraits, The White Disease, la maladie blanche, qu'elle a peint en 1985. Il s'agit du gros plan d'une femme, recouverte d'un lavis blanc, surmonté de taches grisâtres, donnant l'effet d'une peau crayeuse, avec par endroits des touches de rose. Il n'y a pas d'arrière-plan. Marlène Dumas s'en est débarrassée. Elle assume de le rendre aussi plat que possible, sans perspective. Ce visage nous saisit et nous met un brin mal à l'aise. Allez le voir. Comme son titre l'indique, cette femme a l'air malade, mais de quoi ?
Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné, la croyance en la supériorité blanche est au cœur de ce tableau. L'inégalité entre les hommes, le racisme avec lequel Marlène Dumas a vécu pendant ses 20 premières années. Elle dit à ce propos « Les Blancs partagent une culpabilité collective qui ne sera pas pardonnée de notre vivant. » Le voilà le sujet du tableau. Et les mots ont toujours leur place dans son travail. Les titres qu'elle donne à ces tableaux sont essentiels dans son œuvre, ce n'est pas anecdotique. Elle cherche toujours à ajouter une dimension que notre œil n'a pas réussi à voir. Le titre aussi doit pouvoir participer de l'œuvre. Et il faut que la toile puisse supporter, je dirais, le titre. Parfois, il y a des titres très impressionnants. Et après, vous voyez la toile et vous dites, oui, bon, est-ce que vraiment le titre est en rapport avec la puissance de l'œuvre ? Pour vous dire qu'au final, c'est la toile qui va dicter ce qui se passe. Et je ne sais jamais parfaitement d'emblée ce qu'elle va être, à quoi elle va ressembler. D'ailleurs, si je savais ce que ça allait donner, je pourrais tout à fait demander à quelqu'un d'autre de la peindre pour moi. Et c'est pour ça que je peux pas le faire. Pour La Maladie blanche, Marlène Dumas s'est inspirée d'une photographie prise par l'un de ses amis qui travaillait dans une clinique dermatologique. Elle peint toujours à partir de photos qu'elle trouve dans des magazines ou bien qu'elle prend elle-même avec un Polaroid. Le point de départ peut donc être un inconnu, une star, un ami de l'artiste ou une connaissance. Alors des peintres qui utilisent la photographie, ce n'est pas nouveau. Au XIXe siècle déjà, quand la photographie apparaît, les peintres Eugène Delacroix ou Jean-Auguste Dominique Ingres s'en inspirent. Dans les années 70, les hyper-réalistes reproduisent à l'identique des photographies pour interroger la frontière entre les deux arts. Marlène Dumas, elle, en fait un véritable processus. Elle collecte les images dans les journaux, les livres, dans l'histoire de l'art, dans la mode. Elle les épingle ou les classe dans des boîtes thématiques étiquetées, guerre, couple ou porno. Puis, elle se les approprie. Aucune des personnes qu'elle photographie n'est au courant de ce qu'elle va faire avec. Rien n'est préparé, rien n'est mis en scène. Elle-même, semble-t-il, ne sait pas quelles photos vont devenir peinture. Écoutons-la expliquer comment, à partir d'une scène familiale, elle a fini par peindre un chef-d'œuvre. Par exemple, vous prenez cette toile qui s'appelle The Painter, ma fille. Et ce qui a été intéressant ici, c'est que c'était en Afrique du Sud, elle jouait là-bas et je parlais avec une amie et elle, pendant ce temps-là, ma fille était en train de dessiner puis de peindre sur une feuille de papier et ensuite je me suis retournée parce que j'avais pas regardé ce qu'elle avait fait et elle était debout, elle avait peint une croix en fait, et d'autres choses également, et également une zone pubienne qu'elle avait colorée en bleu, et elle était là, elle était debout, on a pris une photo à ce moment-là de cette scène, et cette image-là que j'ai gardée pendant un certain temps dans mon atelier, elle m'a inspirée au bout d'un moment, je l'ai pas utilisée tout de suite, mais tout à coup je me suis dit, mais tiens, il y a une toile, il y a un tableau en fait, dans cette photo. Et en effet, lorsqu'on regarde ce tableau, The Painter, on est face à autre chose qu'une simple petite fille qui joue avec des pots de peinture. Elle est nue, le visage blanc, très pâle, presque translucide. L'une de ses mains est recouverte de rouge, l'autre de bleu. Son ventre est aussi largement taché de couleur bleu pâle. Elle nous fixe. Elle semble en colère, en décalage total avec l'idée qu'on se fait d'un enfant en train de dessiner. La fille de Marlène Dumas, Elena, joue de nombreux rôles dans l'œuvre de sa mère. Elle est sa véritable collaboratrice dans une œuvre intitulée Underground, une collection de 28 portraits que Marlène Dumas a originellement peints en noir et blanc. Sa fille, âgée de 5 ans, les trouve ennuyeux. Alors elle les intègre à ses histoires, elle y ajoute des couleurs au crayon ou à la peinture acrylique. Marlène Dumas décrit ce processus comme une subversion de son œuvre par son enfant. Il permet de relativiser les hiérarchies habituelles, de prendre de la distance avec la position supérieure dite de l'artiste, renversée ici par la candeur et la légèreté de l'enfance. Sa fille lui inspire aussi à sa naissance de nombreux dessins et peintures, prenant pour sujet la femme enceinte, le fœtus, les nouveau-nés. En 2018, lorsqu'Elena est enceinte à son tour, Marlène Dumas crée un grand tableau d'une femme nue, enceinte, intitulé « Birth ». Ce qu'elle veut alors, c'est créer un autre type de Vénus, ou d'Aphrodite pour les Grecs, la déesse de l'amour. Celle-ci a été tellement représentée que, dans notre imaginaire collectif, elle est devenue le symbole de la féminité.
Marlène Dumas, elle, s'inspire d'une déesse ancienne, de l'époque sumérienne, appelée Inanna ou Ishtar. Déesse de l'amour, du sexe et de la fertilité, elle est souvent représentée les mains levées. Alors, sur une toile de 3 mètres de haut, Marlène Dumas peint une femme enceinte en blanc, sur un fond rouge, les mains levées, le regard droit. Et elle brise la représentation habituelle de la femme. La femme qu'elle explore dans toutes ses facettes, les plus provocantes et les plus sensuelles. Souvenez-vous, quand Marlène Dumas déambulait dans les rues du quartier rouge d'Amsterdam. Dans les peintures qu'elle crée alors, elle montre les corps nus dans des poses lascives, les cuisses ouvertes dans X-Posture ou le sexe en érection dans Direction. C'est à cette époque également qu'elle réalise Miss January, qui montre une femme nue jusqu'à la taille, le pubis visible sur une toile monumentale. Les inspirations de Marlène Dumas sont très nombreuses. Proches, inconnus, célébrités, artistes. Elle s'intéresse par exemple au cinéaste italien Pasolini, assassiné en 1975. À partir de l'un de ses films, Mamma Roma, elle propose l'un de ses portraits les plus saisissants, tant il semble être pris sur le vif. C'est une peinture de l'actrice Anna Magnani, la bouche ouverte, les yeux fermés, qui hurle de douleur. Peint dans des tons noirs et blancs, le portrait est cadré de manière à ce que l'on soit projeté dans son visage, du bas de la bouche en partie coupée jusqu'en haut du front. Le cri est silencieux mais on le ressent intensément. C'est la douleur de ce personnage de mère qui a perdu son fils, mort en prison à la suite d'un simple vol. Marlène Dumas crée aussi des séries de portraits qui sont disposés les uns à côté des autres, de manière à former des sortes de grilles de visages. Parmi eux, les Black Drawings, constitués de 111 visages de personnes noires. Elle utilise l'encre et l'aquarelle et travaille les effets d'ombre et de lumière sur les visages, marquant les différentes expressions. La série Models présente 100 visages de femmes, toutes mises sur le même pied d'égalité, qu'elles soient anonymes ou célèbres. Ces séries nous interrogent en fait sur les classifications. Cette manière de catégoriser les individus, de les assigner à un rôle, une appartenance. Elle nous rappelle évidemment les politiques ségrégationnistes de l'Afrique du Sud qui catégorisent selon les races ou les ethnies. Dans ce même élan, elle crée Skulls, crânes, une œuvre composée de 36 crânes peints. Elle s'est inspirée d'un épisode célèbre de la Révolution française, l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Cette dernière fut guillotinée et son crâne, ainsi que son cerveau, ont été conservés pour réaliser des expériences. Alors des peintures de crâne, ça peut paraître déroutant, voire repoussant pour certains, mais en réalité, l'œuvre est fascinante. Chacun des crânes est différent. L'artiste joue avec les angles de vue, les formes, les couleurs, et en y regardant bien, on observe chacun des crânes individuellement. Il semble qu'ils aient chacun une personnalité, tout en ayant tous le même funeste destin, celui propre à la condition humaine. Marlène Dumas est profondément ancrée dans son époque. Elle questionne, bouscule, provoque. Elle montre ainsi les corps sans vie, des terroristes, des martyrs, des suspects. La peinture No Belt, pas de ceinture, montre un jeune garçon qui lève son t-shirt pour dévoiler son torse. C'est un geste qui est tristement devenu habituel dans certaines régions du monde ces dernières décennies. Il s'agit, aux postes frontières notamment, de montrer que l'on ne porte pas de ceinture d'explosifs. Le visage de l'enfant est peint en gris, comme s'il n'était pas regardé, pas considéré. Ses vêtements sont blancs, ses bras et son torse dans des tons ocre, ces couleurs conduisent notre regard subtilement à observer son torse. Marlène associe un texte à cette œuvre qui prend comme souvent une dimension politique. Aux morts, se tuer, pour nous et par nous, à ceux qui sont en train de mourir maintenant, aux incidents qui ont lieu, aux occupations qui continuent, à la glorification gratuite des solutions militaires, à la terminologie qui s'adoucit alors que les attitudes s'endurcissent et la haine s'accroît. On ne peut coloniser un pays que tu désignes comme vide, mais lorsque tu fais le décompte des corps, tu en trouveras plein. Regarder les peintures de Marlène Dumas, c'est modifier notre manière de voir ce qui nous entoure. C'est se forcer à s'interroger, à désapprendre parfois, à s'insurger souvent. Pour elle, son art n'est pas autre chose. Et c'est avec ces mots à elle, encore une fois, qu'on le comprend le mieux. Peindre, c'est se lancer dans un combat sans aucune garantie de réussite. C'est lutter avec les éléments, la peinture et la toile,
c'est pousser son propre corps à bout, résister à ses pensées et à ses a priori. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Younes Boussif. Prise de son, Paul Berthiaud, et réalisation, Elisa Grenet.